Bonsoir Alain Finkielkraut. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Je précise que vous venez de publier il y a quelques mois L'identité malheureuse chez Stock, un gros succès de librairie d'ailleurs. Et pour résumer très rapidement, mais je suis certain que vous allez me corriger, donc je ne vais pas me risquer très loin, vous regrettez en clair que la France ait renoncé à l'assimilation et que l'identité soit devenue en quelque sorte un gros mot. C'est à vous d'interpeller Manuel Valls. C'est difficile de me concentrer pour cette interpellation après ce que je viens d'entendre. Je suis vraiment remué et j'aurais aimé me trouver face à Florian Philippot pour parler de Dieudonné, d'Alain Soral et de ces cris qu'on a entendus. En effet, la Shoah c'est bidon. Forisson a raison, la Shoah c'est bidon. Bien, mais ce n'est pas mon rôle. Et on en a parlé déjà pas mal ici même mes ce soir. esprits. La France, l'immigration est significative en France depuis, disons, le dernier tiers du XIXe siècle. Et il y a eu, bien sûr, cette histoire n'est pas un tapis de roses. Il y a eu des crispations, des tensions entre nouveaux arrivants et autochtones. La France, cependant, est aujourd'hui confrontée à un phénomène sans précédent, c'est-à-dire le refus de l'intégration par un nombre non négligeable de ses bénéficiaires. On en a pris conscience avec les affaires du voile, ça a été confirmé avec la découverte des territoires perdus par la République, avec un rapport d'inspecteurs d'académie faisant état du refus d'étudier un certain nombre de matières, d'étudier le Moyen-Âge, d'étudier les cathédrales, dans certains lycées des quartiers difficiles. Face à ce phénomène, la question est de savoir comment réagit aujourd'hui le gouvernement. À mes yeux, il réagit de manière très inquiétante parce qu'il dit que le problème, ce n'est pas le refus de l'intégration, c'est le programme de l'intégration lui-même, dans la mesure où il introduit une discrimination entre ceux qui auraient à devenir français et ceux qui le sont déjà. J'en veux pour preuve, et je serai très rapide, les rapports qui s'accumulent. Rapport de Thierry Tuot, qui nous dit que l'intégration doit être remplacée par un nouveau paradigme, une société inclusive et solidaire, et puis qui nous dit qu'effectivement la France doit cesser de se replier sur la célébration de ses archaïsmes pour s'ouvrir à la nouveauté du monde. Le gouvernement, pardonnez-moi, avait pris ses distances avec le rapport que vous mentionnez. Et le mentionnez. gouvernement a pris ses distances avec les 5 rapports qui ont suivi au mois de janvier, dont l'un d'entre eux nous disait que le français n'était rien d'autre que la langue dominante d'un pays plurilingue. Et le gouvernement a recommencé à prendre ses distances. Et un nouveau rapport, si vous voulez, existe aujourd'hui. C'est une feuille de route du gouvernement sur la politique d'intégration. Et cette feuille de route remplace, si vous voulez, carrément, me semble-t-il, l'exigence d'intégration par la lutte contre les discriminations. Toutes les mesures qui sont prises visent non à mettre la diversité aux normes de la France, mais la France aux normes de la diversité. Et là, si vous voulez, j'ai le cœur serré parce que face à une ultra-droite nationaliste, si vous voulez, et qui pensait que la civilisation française était réservée aux Français de sang et aux Français de souche, la gauche, ça a été l'intégration, c'est-à-dire l'offrande du trésor de la civilisation française à tous ceux qui venaient vivre sur le sol de la France. Jean Daniel a défendu dans un livre que j'ai ici, Comment peut-on être français, cette idée de l'intégration, cette idée de la gauche, avec une véhémence inquiète. Il a raison d'être inquiet. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est terminé? Oui, aujourd'hui, il me semble que Manuel Valls incarne cette gauche de l'intégration, mais il est dans un gouvernement qui a choisi l'autre voie, un gouvernement pour lequel l'hospitalité, ce n'est pas
l'intégration. L'hospitalité, c'est la remise en cause de la dissymétrie de la remise en cause de la préséance de la culture du pays d'accueil sur les cultures minoritaires, sur les cultures étrangères. Et je me demande, Manuel Valls, si vous pourrez faire autre chose dans votre situation qu'entériner cette mutation civilisationnelle que tant de gens à gauche souhaitent au mépris de la grande tradition de la gauche. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long. Il vous répond. Je me retrouve souvent dans les propos, la pensée, les réflexions, les écrits d'Alain Finkielkraut quand il défend la laïcité, la lutte contre les fondamentalismes, les communautarismes, et au fond, quand il pointe l'existence d'une panne de notre système d'intégration. C'est d'ailleurs ce constat que le président de la République et le gouvernement font. Notre système d'intégration marche moins bien ou ne marche pas. La crise économique est passée par là. Mais pardon, vous êtes attaché à ce mot intégration. Ce que dit Alain Finkielkraut, c'est finalement, on est en train face à un philosophe, de renoncer à cette idée d'intégration. Non. L'intégration à la française doit rester notre modèle. Doit rester. Il a été mis en cause au cours de ces dernières décennies. Et donc il faut lui redonner de la force. Et pas uniquement dans les mots, concrètement. Moi, j'ai appris à devenir français à travers mes parents, la culture, la langue qu'on a évoquée tout à l'heure, l'école de la République. Vous êtes devenu français en 1982. Oui, mais avant, j'étais scolarisé en France. Et ce que je souhaite, c'est que tous ceux qui arrivent, tous les enfants de l'immigration, qui sont français, les petits-enfants, soient fiers d'être français. Nous n'avons pas évoqué ce débat tout à l'heure avec Florian Philippot, mais par exemple, nous avons décidé, c'est un engagement du président de la République, faire en sorte que, sans brader évidemment la nationalité, bien au contraire, en multipliant les cérémonies des nouveaux Français, mais de faire en sorte, ça c'est la marque de la gauche, qu'on privilégie la naturalisation. Le gouvernement précédent, catimini, avait fait baisser le nombre de naturalisés. Moi, je pense au contraire que ce qui doit faciliter un parcours d'intégration, la fin d'un parcours d'intégration, c'est la nationalité française. Donc, là où j'ai un désaccord avec Alain Finkielkraut, mais qui est pessimiste d'une certaine manière, moi je suis optimiste parce que je suis au gouvernement, c'est que les mesures sur lesquelles nous sommes en train de travailler visent au contraire à renforcer l'intégration. Quand je propose de faire en sorte que le ministère de l'Intérieur se concentre sur les 5 premières années de ceux qui arrivent en France pour favoriser l'intégration et notamment l'apprentissage de la langue française à un niveau bien plus élevé que celui que nous connaissons, c'est parce que je fais référence au modèle français. Même si évidemment notre pays a changé, qu'il n'y a pas d'âge d'or, que la France d'aujourd'hui n'est pas la même que celle des 30 Glorieuses ou de la fin du XIXe siècle. Mais je considère qu'accueillir de nouveaux Français peut être une chance, mais que pour eux, ça doit être une fierté. Nous avons tous nos origines, nous ne les renions pas, nos cultures et nos langues. Mais ce qui doit s'imposer, c'est ce qui fait sens. Ce qui doit s'imposer, ce sont nos valeurs, nos principes, ceux de la France, pas ceux des autres. Pas seulement nos valeurs et nos principes, je crois, notre culture, notre civilisation. Nos modes de vie, souvent. Oui, bien sûr, nos modes de vie. Pour parler concrètement, Alain Finkielkraut, attendez, Manuel Valls dit les naturalisations, ouvrir la naturalisation, ça fait partie d'une volonté d'intégration. Oui, bien sûr, sauf qu'il s'agit d'intégrer la diversité à la diversité, parce qu'on va vous expliquer aujourd'hui, par une réécriture frénétique de l'histoire, que la France, c'est la diversité toujours. Et donc, on propose, et ça vous concernera, David Pujadas, d'engager un travail de repérage des héros oubliés de l'histoire de France issus de l'immigration, combattants de la République, scientifiques, artistes, grands sportifs, sur la base de petits films courts qu'il faudra diffuser de manière hebdomadaire sur France Télévisions. On propose de renouveler les programmes d'histoire pour créer un autre panthéon, comme si il était établi que ceux qui viennent en France ne l'aiment pas pour elles-mêmes, mais pour s'y retrouver. Les Italiens
pas pour Prévert, auteur des Feuilles mortes, mais pour Yves Montand. Et donc, si Kundera est venu en France, c'est pas parce que c'est le pays d'Diderot, mais c'est sans doute parce qu'il a découvert que c'était la patrie du brave soldat Schweik. Si vous voulez, c'est ridicule. Est-ce qu'ils ne font pas partie, Alain Finkielkraut, du roman national? Non. Ces personnalités, est-ce qu'elles n'en font pas partie? Il devrait être possible, si vous voulez, pour la France d'assumer ce qu'elle a de spécifique, ce qu'elle a d'original, sans se plier au diktat de la diversité. Je vais prendre un autre exemple. Aimé Césaire, le grand poète d'un cahier du retour au pays natal. Comment est-il devenu ce grand poète? Parce qu'il a bénéficié d'une éducation classique dans un pays qui aimait sa langue et qui voulait l'enseigner par la littérature, pas parce qu'il avait des petits clips imbéciles de ce type. Et aujourd'hui, cette vision de l'enseignement est en train de disparaître, et donc on ne se donne pas les possibilités de faire en sorte que des nouveaux Aimé Césaire émergent, mais on réinvente l'histoire de France avec cette idée que la diversité ne peut aimer qu'elle-même. Et je crois que ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. On va laisser répondre Manuel Valls, mais est-ce que ce n'est pas aussi un travail pédagogique vis-à-vis de l'ensemble des Français qui peut les inciter à changer leur regard sur ce qu'ils accueillent? Non, si je voulais, un travail pédagogique qui réécrirait l'histoire de France à la lumière de ce qu'on croit être l'actualité, ne serait pas un travail pédagogique, mais une œuvre de propagande. Je ne veux pas que la France, son enseignement et sa télévision deviennent l'Union soviétique de l'antiracisme sans cervelle. Il y a une autre manière d'accueillir l'autre, c'est précisément de lui faire bénéficier des trésors de notre civilisation. Alors, Manuel Valls. Je crois que c'est Brodel qui écrivait qu'une nation n'existe qu'au prix de se chercher sans cesse. Brodel, qui est aussi une autre belle référence et qui a beaucoup écrit sur l'identité de notre pays. Moi, je crois que quand on vient dans un pays, et notamment dans le nôtre, on doit épouser la langue, ses valeurs, ses modes de vie. Chacun apporte quelque chose. Dans une nation qui est en mouvement, l'apport de l'autre et de l'immigré et de l'étranger, dans une grande nation comme la France qui serait plus optimiste, qui aurait moins peur d'elle-même, cet apport peut être tout à fait majeur. Mais il faut se retrouver, bien sûr, autour des valeurs. Par exemple, sur la laïcité. Est-ce que vous souhaitez répondre précisément au point qu'évoquait Alain Finkielkraut de ces petits clips ou de cette valorisation de certaines destinées? Il n'y a aucune décision qui n'est prise. Non, mais est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Je vais vous répondre, mais je veux rester d'abord sur les valeurs. La laïcité, par exemple. Quand, en 2004, le Parlement, à l'unanimité, a voté une loi interdisant les signes religieux distinctifs à l'école, la France a marqué son attachement profond à la laïcité. Quand une majorité, j'en étais, a voté une loi interdisant le voile intégral, elle disait aussi quelque chose de très fort. Et ce gouvernement et cette majorité veulent faire de l'intégration et de sa réussite, parce qu'il y a eu des échecs, la priorité. Et autour de nos valeurs. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu grand-chose de fait, Manuel Valls, avouons-le. Mais parce qu'il y a ce débat. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Alain Finkielkraut, pour qui j'ai évidemment beaucoup de considération, est sûr, non pas des détails, parce que les détails peuvent avoir leur importance, mais quand même, nous n'en sommes pas là. L'apprentissage de la langue, de l'histoire, de notre roman national sont pour nous des priorités. Il ne faut pas y toucher. Et en même temps, puis-je aller jusqu'au bout, avec l'apport de l'immigration, qui n'est pas la même que celle du XIXe siècle ou du XXe siècle, les choses n'étaient pas faciles. Hein. Pour les Italiens qui sont arrivés dans les années 30, vous l'avez dit, ça n'était pas facile. On les pourchassait, on les désignait du doigt, les discriminations existaient. Mais dans une part de l'immigration et des enfants de l'immigration, il y a, oui, des discriminations. Nous l'avons évoqué tout à l'heure, à l'emploi, au logement, en fonction de la couleur de peau, du nom, de l'adresse du quartier où on habite. Il faut aussi intégrer cela. Donc, une politique d'intégration, pour qu'elle soit efficace, elle doit se faire dans le roman national, autour de nos valeurs, mais elle doit aussi permettre de réussir cette intégration à travers la lutte contre les discriminations. Vous seriez plutôt favorable à ce qu'a évoqué Alain Finkielkraut? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de nous-mêmes. Ce que je ressens parfois en écoutant Alain Finkielkraut,
c'est que, puis-je le dire, il va se fâcher, Non. il y a parfois une absence contre de vous. confiance dans notre pays. Oui. Et ce n'est pas une question de pessimisme et d'optimisme seulement. Moi, je crois en les capacités de ces pays, dans sa force, dans son message encore universel. Et donc, c'est autour de nos valeurs, encore une fois, que nous devons réussir cette intégration, mais de manière concrète, pas uniquement dans les mots. Et beaucoup de gens qui aujourd'hui se sentent à part, discriminés, veulent imposer parfois leur diversité à la communauté nationale. Et c'est ça que nous ne pouvons pas accepter, mais nous ne pouvons pas réussir uniquement en interdisant, nous devons réussir aussi en faisant adhérer les Bien gens sûr. à notre projet Alors, national. Pour justifier, enfin pour expliquer en tout cas ce que vous appelez mon manque de confiance, je crois que le problème de l'intégration doit être envisagé de manière globale et pas seulement en traitant de l'immigration. Et je vais citer un auteur qui me paraît capital sur toutes ces questions, qui est Hannah Arendt. La crise de l'éducation, un texte de 1960 qui n'a pas pris une ride. Elle dit ceci. Un enfant n'est pas simplement, comme toute autre créature vivante, un être en devenir. C'est aussi un nouveau venu dans le monde. L'éducation doit intégrer ce nouveau venu dans un monde qui est plus vieux que lui, donc l'éducation est tournée vers le passé. Or, il me semble que cette idée générale de l'éducation qui doit intégrer tout le monde, justement, dans ce vieux monde, est en train de disparaître parce qu'on nous explique que ce vieux monde n'est finalement qu'un réservoir de stéréotypes et qu'il faut commencer, non pas, il faut inculquer l'art de vivre et non pas apprendre aux enfants le monde. Alors, moi, je n'entre pas dans les querelles du genre. Ce que je dis simplement, c'est qu'on nous explique que le masculin et le féminin, ce sont des stéréotypes. Donc, on réécrit les contes. Mais c'est toute la littérature qui, si vous voulez, est inspirée, et la poésie notamment, par la différence du masculin et du féminin. Or, l'un des phénomènes les plus étranges de notre temps, l'un de ces, si vous voulez, chaque époque crée son type humain, et nous avons affaire, nous, à un type humain particulier qui est l'enfant ou l'adolescent goguenard, qui a biberonné à la dérision grâce à l'industrie du divertissement, qui pense avec Internet qu'il a besoin de personne pour accéder au monde, et qui pense que la démocratie, c'est l'égalité de tous les goûts, de toutes les pratiques. Donc, on ne la lui fait pas. Et cet adolescent goguenard, l'éducation devrait le convertir à l'humilité pour lui apprendre quelque chose. Elle ne le fait pas. Elle renforce sa suffisance puisqu'elle lui dit « de toute façon, ce vieux monde, c'est une nuit préhistorique où les hommes n'étaient pas vêtus de peau de bête, mais où ils étaient bêtes, où ils étaient farcis de stéréotypes, imbus de préjugés. Et nous allons changer les mentalités. » Et moi, je me demande effectivement si, à l'allure où nous allons, bientôt, on intégrera qui que ce soit dans le monde, puisque de ce monde, nous sommes invités à nous détourner pour une civilisation libérée de tous les stéréotypes. Et voyez que mon inquiétude est beaucoup plus large. Oui, est-ce que la goguenardise est finalement la vertu, entre guillemets, encouragée désormais par Moi, je crois que le système scolaire? La France est un pays à part. C'est pour ça que je défendais tout à l'heure l'idée d'État-nation. Nous avons une histoire à part, particulière. Nous avons des valeurs. Elle n'est pas considérée comme ringarde aujourd'hui? Non, je ne le crois pas. Nous avons des valeurs, comme la laïcité. Nous avons une langue qui est parlée par des dizaines de millions, des centaines de millions de personnes. Notre identité, elle n'est pas figée, bien sûr. Mais il y a un patrimoine, il y a une histoire qu'il faut apprendre, il y a une littérature. Montaigne, les philosophes, Alain Finkielkraut dit en gros, on la prend de moins en moins, on en est de moins en moins fier. C'est ce qu'il dit. Le Clésio, Alain Finkielkraut. Non, il faut en être profondément fier. Alain Finkielkraut pose une question sur l'éducation, sur ce qui est devenu aujourd'hui notre société. Mais en même temps, moi aussi, c'est un message d'optimisme. Par mes fonctions d'aujourd'hui comme ministre de l'Intérieur, me déplaçant beaucoup en France, comme maire d'une ville populaire, très jeune, pendant 11 ans, âge moyen 26 ans, façonné par l'immigration. L'immense majorité de nos concitoyens, et de la jeunesse, comme on dit bêtement, issue de l'immigration, car ils sont français, comme nous. Et tous les trois, nous avons des origines qui ne sont pas françaises. Et nous nous sentons tous
français. Et qu'est-ce qui est beau de la France, Alain Finkielkraut? C'est qu'il y a un présentateur qui soit d'origine espagnole, que le ministre de l'Intérieur de ce pays ait été naturalisé, que Alain Finkielkraut puisse à la fois revendiquer l'histoire de sa famille et se sentir tellement français et parler avec autant de passion de son pays. Mais moi, je ne peux pas rester, Alain Finkielkraut, écoutez-moi, à un constat pessimiste, désespérant pour chacun. Alors, ma responsabilité, c'est que le pays, la nation, aussi regarde avec un peu d'optimisme l'avenir, et que cette jeunesse qui a soif de réussite, qui a soif de formation, qui prend des responsabilités, dans la ville d'Evry, la deuxième de la liste, qui s'appelle Fatoumata Koïta, elle est française totalement. Elle se sent profondément française. Elle aime ce pays. Et donc, attention aux propos que nous tenons. Il y a du communautarisme. Il y a ceux qui testent la République. Et la République, elle doit être impitoyable à l'égard de ceux qui la testent. Mais en même temps, la France, elle est aussi généreuse. Et si nous sommes forts sur nos valeurs et sur nos principes, si notre système éducatif, qui est en crise, bien sûr, et nous devons soutenir les enseignants qui font un travail difficile, nous devons les aider, mais l'école, elle est là. Vous avez raison pour porter ce projet national. Alors justement, l'école, il faut que la France soit généreuse, mais pour que la France soit généreuse, il faut qu'elle ait quelque chose à offrir, oui, notamment sa langue. Ce sera un dernier mot. Hein. Sa langue enrichie par la littérature. Parce que quand Lévinas est venu en France, Emmanuel Lévinas, le philosophe, il venait de Lituanie, il a appris le français par Corneille. Il dit, pour moi, le sol de la France, c'est cette langue. Il dit même, en 1939, j'ai pensé qu'on faisait la guerre pour défendre le français. Alors qu'on ne nous dise pas que le français, qui est aujourd'hui tellement anémié, si vous voulez, qui perd, dont la syntaxe se défait et qui perd de plus en plus de vocabulaire, est la langue dominante d'un pays plurilingue. Soyons au moins tous ensemble, tous autant que nous sommes, et puis il y a aussi une place en France pour les Français de souche, il ne faut pas complètement les oublier. Eh bien, voilà, soyons fidèles à l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Le français, c'est la langue du royaume, et le royaume, c'est la République. Il y a deux risques, vous savez, il y a le déclin, et le sentiment de déclin, et il y a la peur du déclin. Et attention à la peur du déclin. Je vous laisse le dernier mot. Merci. Merci à vous deux pour la qualité de ce débat.